Vous êtes à l'écoute du podcast du laboratoire d'excellence ICA. ICA comme industrie culturelle et création artistique. Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Vanessa et régulièrement, j'animerai une conversation avec des chercheurs en sciences humaines au cours de laquelle nous aborderons de manière informelle des questions liées aux pratiques culturelles, aux industries créatives et à leurs nouveaux modèles économiques et de régulation. Mes interlocuteurs seront sociologues, économistes, juristes ou encore designers. Nous discuterons ensemble des bouleversements traversés par l'ensemble des industries culturelles et créatives, de l'audiovisuel à l'édition, en passant par la musique, les musées ou encore le jeu vidéo. Nous mettrons ainsi en lumière leurs idées et leurs projets de recherche en cours autour d'une thématique unique à chaque nouvel épisode. Bonne écoute! Cet épisode a été enregistré dans le jardin du Moulin d'Andé au cours de l'université d'été du LabEx ICA. Nous remercions l'équipe du Moulin d'Andé pour son accueil chaleureux. Épisode 2, les industries culturelles et créatives en Inde. Connue pour sa richesse culturelle et artistique, l'Inde est un pays fascinant. Comptant 1,3 milliard d'habitants, près de 900 langues, dont 22 langues régionales et 2 langues officielles, l'Inde oscille entre tradition et modernité. L'industrie cinématographique bollywoodienne, véritable vitrine culturelle à l'international, fait de l'Inde le premier producteur mondial de films. Au-delà de ce secteur, l'ensemble des industries culturelles et créatives sont en plein développement. Avec des taux de croissance de plus de 13,5% par an, elles pourraient doubler de taille au cours des prochaines années. Nous tenterons donc d'en savoir un peu plus sur les industries culturelles et créatives en Inde, d'en dresser un bref panorama et de discuter des principaux enjeux auxquels ces industries doivent répondre, notamment au vu de la rapide émergence des plateformes numériques. Donc pour m'éclairer sur ces différents points, il y a à mes côtés Christine Iturbi. Bonjour Christine. Bonjour. Christine, vous êtes postdoctorante au LabEx ICA et votre terrain de recherche porte sur les modalités de régulation des industries culturelles et créatives en Inde. Et vous vous intéressez notamment au cas de la propriété intellectuelle dans les secteurs de la musique, du design et des arts visuels. Il y a aussi auprès de moi Philippe Bouquillon. Bonjour Philippe. Bonjour Vanessa. Vous êtes professeur en sciences de l'information et de la communication. Vous appartenez au laboratoire LabSIC au sein de l'université Paris 13. Et puis va paraître très prochainement un ouvrage que vous avez co-dirigé avec Julie Peghini et Catherine Servan-Schreiber autour de l'artisanat et du design en Inde. Ça paraîtra dans la collection du LabEx ICA chez l'éditeur Peter Lang. Donc, l'idée de notre discussion aujourd'hui est de un peu dresser un panorama des industries culturelles en Inde et de la place de ces industries culturelles. Peut-être pour commencer, peut-être pouvez-vous nous dire déjà quels sont les secteurs les plus importants, les secteurs culturels les plus importants en Inde. On pense bien sûr d'emblée à Bollywood, parce que c'est ce que nous connaissons plus, nous, en tant qu'Européens, mais il y a certainement d'autres secteurs qui sont très porteurs en Inde. Donc, est-ce que vous pouvez nous en faire très rapidement un bref panorama? Très bien. Donc, alors effectivement, c'est l'industrie du cinéma indien qui est probablement la plus connue à l'international aujourd'hui, avec l'Inde comme premier pays producteur de films. Et paradoxalement, si on compare par exemple avec le marché américain qui produit peut-être moins mais s'exporte beaucoup plus, l'Inde, finalement, ces films, on les connaît un petit peu moins. Donc c'est une industrie qui est principalement consommée localement. Il y a bien sûr de nombreuses autres industries très riches. Moi, j'ai travaillé plus particulièrement sur l'émergence du marché de l'art moderne et contemporain indien à partir des années 2000. Donc on est ici dans un marché plus récent. Le Bollywood s'est vraiment développé tout au long du XXe siècle. L'industrie de l'art contemporain, c'est une industrie beaucoup plus récente, mais qui s'est par contre bien exportée également, avec des artistes qui sont aujourd'hui présents dans les grandes foires internationales à l'étranger, également dans les grands musées internationaux. Donc, à travers juste cet exemple, on voit bien qu'on est dans une diversité d'industries dont l'objet principal est un objet de contenu culturel, artistique, et des industries qui s'adaptent à une situation économique aussi qui a été en
grands changements. Alors il y a tout d'abord eu l'indépendance de l'Inde en 1947. Puis on est passé d'une situation coloniale sous domination britannique à un pays indépendant, la plus grande démocratie du monde, avec un ensemble de politiques qui ont développé un réseau important d'infrastructures culturelles publiques à l'échelle de l'ensemble du territoire indien, avec des écoles, quelques musées. Et puis l'autre grand changement en fait, qui va arriver à partir des années 1990, c'est la libéralisation économique. Et là, on va assister à l'ouverture de l'Inde à l'économie de marché, l'arrivée d'acteurs étrangers en Inde, et cela va avoir des conséquences sur à la fois l'accès à certaines productions culturelles étrangères et également sur un certain nombre de transformations dans la façon dont on produit des contenus culturels, également sur de nouveaux acteurs du marché, puisqu'on va avoir le développement d'un secteur privé important qui va vraiment jouer un rôle central dans le développement d'un certain nombre de projets et d'industries culturelles. On a également bien sûr l'industrie de la musique qui est très importante, qui est fortement liée à l'industrie du Bollywood, puisque on peut dire, si on veut simplifier d'une certaine façon, 80% de la musique aujourd'hui qui est produite est liée à l'industrie du Bollywood. Donc on est dans une industrie très liée à cette industrie cinématographique. On a bien sûr des scènes émergentes, musicales, des scènes qu'on appelle indépendantes, non Bollywood, mais qui représentent effectivement une toute petite part du marché. On a également le design et l'artisanat. Peut-être que je vais laisser Philippe parler plus particulièrement de cette industrie-là. Merci Christine. Oui, il est vrai qu'en Inde, on est frappé par la diversité des secteurs qui sont appliqués, qu'on peut apprécier d'une double façon, de par des critères classiques comme leur chiffre d'affaires, leur taux de croissance, leur contribution aux exportations, mais qu'on peut aussi aborder par leur importance dans l'histoire, dans la société, dans la culture indienne, dans la constitution de l'unité indienne et de l'identité indienne, construction permanente de l'indianité. Et à cet égard, l'artisanat joue un rôle vraiment extrêmement important. Il est présent aussi bien dans les zones rurales qu'au cœur des villes, y compris dans les slums. C'est une activité qui emploie des millions de personnes et qui a une importance considérable dans la construction des relations sociales, la construction des identités régionales, locales, de différents groupes, mais aussi dans la construction de l'indianité. Et ce sont ces thématiques que nous abordons dans l'ouvrage que vous avez cité et auquel Christine a largement contribué. On a, vous voyez, l'artisanat à un bout de la chaîne, qui est sans doute l'activité la moins industrialisée de toutes les activités relevant de la culture, de la communication, des industries culturelles et créatives, pour dire vite. Quoiqu'elle tend à s'industrialiser de plus en plus du fait du design. Et de l'autre côté, nous avons une industrie du numérique qui est absolument florissante, qui elle-même est extrêmement diversifiée. Il y a aussi bien la sous-traitance pour l'industrie américaine, par exemple, ou nombreuses activités de tertiaires à travers le monde qui font sous-traiter nombre d'activités liées au numérique en Inde. Et il y a bien sûr aussi les thématiques, les marchés auxquels nous nous intéressons autour des plateformes numériques. Et là, on voit combien les secteurs aujourd'hui des télécommunications, de la télévision, du cinéma, de la musique entrent dans des processus nouveaux avec des articulations entre eux, des conflits, un ensemble de jeux d'acteurs et d'enjeux à l'échelle indienne et à l'échelle transnationale que nous observons. Et ces nouveaux enjeux numériques, notamment l'arrivée de ces nouvelles plateformes numériques, qu'est-ce qu'elles ont véritablement changé aussi peut-être dans les modes de consommation, quel impact elles ont eu dans les types de consommation, les modes de consommation de la culture? Alors, il y a tout un discours aujourd'hui autour du numérique comme outil de démocratisation, comme outil qui va
rendre plus accessible un certain nombre de contenus culturels. Il faut quand même se rendre compte qu'à l'échelle de l'Inde, alors c'est vrai qu'on a aujourd'hui environ 480 millions d'utilisateurs d'Internet en Inde, ce qui est un chiffre quasiment équivalent à celui de l'Europe, sauf que dans le cas indien, c'est seulement 34% de la population qui a vraiment accès à Internet. Donc quand on parle d'une démocratisation ou d'un accès plus facile au contenu, c'est vrai, on touche un plus grand nombre de personnes. Mais je pense qu'il faut quand même être prudent, puisque quand on met en perspective ces chiffres avec la réalité du développement des infrastructures numériques en Inde, on s'aperçoit qu'on touche en grande partie un milieu essentiellement urbain, et urbain, je dirais, une classe, pas nécessairement uniquement une classe moyenne, mais on touche quand même une certaine population indienne qui peut avoir accès effectivement à cette nouvelle richesse de contenu. Ce qui peut-être est un fait assez caractéristique en Inde, ça a été le développement du téléphone mobile, qui est vraiment le support à travers lequel les Indiens vont désormais consommer ces contenus. Et donc, c'est vraiment un outil qui a permis de repenser effectivement une partie de la façon de consommer à la fois des web-series, à la fois de la musique. Et c'est effectivement grâce à ces nouveaux supports que l'on a vu se développer assez rapidement, par exemple, des plateformes de streaming musicaux dans lesquelles on peut accéder à toute une richesse de musique Bollywood, régionale, éventuellement internationale. Donc ça a changé effectivement d'une certaine façon la façon de consommer, mais je dirais toujours vraiment le remettre en perspective avec cette réalité de l'accès à Internet qui reste encore limité en Inde. Et en même temps, on s'aperçoit que le taux de croissance de ces activités est fort en Inde, beaucoup plus fort que les taux de croissance en Europe. Et s'opère au prix de restructuration des secteurs qui sont très fortes. Le nombre, par exemple, d'opérateurs téléphoniques a fortement baissé dans les dernières années. Et il a baissé en particulier parce que les opérateurs ont été obligés d'abaisser leur prix, abaisser le prix des tarifs des consommations, abaisser aussi le prix des appareils pour pouvoir permettre d'élargir le spectre des consommateurs. Donc c'est un marché qui croît en termes de nombre de consommateurs, qui croît un peu moins en termes de quantité d'argent collecté, mais la dynamique est extrêmement forte avec là aussi des relations très conflictuelles et très concurrentielles entre les opérateurs télécoms, les opérateurs de télévision, des opérateurs du commerce électronique comme Amazon ou Alibaba. L'Inde aujourd'hui est un terrain privilégié d'études de la mondialisation de ces acteurs et en même temps, comme le dit l'un de nos collègues indiens, de la domestication de ces activités, c'est-à-dire de leur insertion dans un cadre indien. Ok. Il y a vraiment, est-ce qu'on a vu l'émergence des gros acteurs comme ce qu'on appelle les GAFA en Inde et quelles sont du coup leur place et comment ils se sont introduits dans ce marché et comment ils l'ont bouleversé d'une certaine manière peut-être? Alors, pour ce qui est de l'entrée des GAFA dans les industries de la culture en Inde, donc pour donner des exemples chronologiques précis, l'arrivée de Google, Apple et dans les services musicaux, ça date de 2015-2016. Amazon, c'est décembre 2016. D'accord. Donc, ils avaient une présence effectivement depuis longtemps en Inde. Leur arrivée dans le secteur culturel est quand même plus récente. Dans quelle mesure est-ce qu'ils ont apporté des transformations à ce secteur ? Il faut savoir, je vais prendre l'exemple de Google et du
de la question du marché de l'art et des arts visuels que je connais bien. J'ai parlé de ce contexte où, après la libéralisation économique, le développement de ces industries vont vraiment se faire avec des acteurs essentiellement privés. On a eu effectivement tout le développement du marché de l'art qui a principalement été fait par des galeries, des grands collectionneurs, et où peu de musées publics se sont développés. Et aujourd'hui, parmi vraiment les grandes collections et les espaces de l'art contemporain sont principalement des espaces ouverts par des collectionneurs privés dans des grands musées. Je pense au Kiran Nadar Museum à Delhi, je pense à l'ancienne Devi Art Foundation qui était vraiment le Guggenheim indien, à la Piramal Foundation par exemple à Bombay, même s'il y a quelques très beaux musées publics. Mais donc on est un petit peu dans cette continuité où à nouveau des acteurs privés ont joué un rôle important dans le développement de ce milieu artistique. Et on voyait par exemple la façon dont les musées jusque-là n'arrivaient pas à mettre en ligne leur collection, avoir vraiment une politique de numérisation de leur collection et d'accès de leur collection en ligne. Google est arrivé avec un grand programme de numérisation des collections publiques. C'est un programme qui s'est aussi étendu aux sites archéologiques. Et donc, c'est Google Art and Culture qui a pris en charge cette politique de numérisation dans les musées. Donc, on voit qu'on a un nombre croissant de partenariats publics-privés qui se met en place par ces acteurs. Et donc, ils vont jouer un rôle important, entre guillemets, dans une certaine forme de modernisation des musées à cette échelle. Par contre, on voit aussi qu'ils introduisent une forte compétitivité avec les acteurs locaux. Et quand je parlais du cas de la musique, leur arrivée va effectivement introduire une compétition forte avec des acteurs locaux qui étaient présents là historiquement. Pourquoi ? Parce que ces acteurs historiques, là je reviens au cas de la musique, qui avaient créé ces plateformes de streaming musical, étaient pour une partie des acteurs qui étaient des acteurs de la culture. Les acteurs comme Amazon, quand ils développent Amazon Play, ou comme Google, leur principal mode de revenu n'est pas la vente du contenu culturel. La musique, dans ce cas-là, est conçue comme un produit joint et ils font leur revenu à partir d'un autre... Et leur approche... Multisectorielle, du coup. Multisectoriel, c'est-à-dire que leur revenu ne va pas venir de la vente de la musique, ils la mettent en ligne pour un revenu très minimum. Eux, ce qui les intéresse, c'est d'avoir, dans le cas d'Amazon, davantage d'acteurs qui vont venir consommer sur leur plateforme de e-commerce. Donc ils vont introduire un nouveau modèle qui va également amener les acteurs historiques à remettre en question leur propre modèle. Et donc on est vraiment dans une phase actuellement, je pense, d'expérimentation et à la fois de recherche de partenariats. On voit ces GAFA comme une opportunité d'une certaine façon pour le marché, mais en même temps, ils vont introduire de nouveaux rapports de force face auxquels les acteurs de la culture sont en train de s'organiser pour pouvoir s'adapter. Voilà. Pour compléter peut-être la réponse de Christine, je dirais en premier lieu que les GAFA concourent à une certaine segmentation de l'offre et de la consommation de contenu culturel, dans la mesure où, alors c'est pas un GAFA, mais un acteur comme Netflix par exemple, va proposer des contenus audiovisuels plutôt premium à un coût relativement élevé, un coût d'abonnement. Donc ça va évidemment concerner une partie seulement de la population indienne, relativement réduite. Et à l'opposé du champ, vous avez des opérateurs de télécommunications qui vont inclure dans leur forfait, et là on retrouve l'idée de produits joints, qui vont inclure dans leur forfait des offres de contenus musicaux ou d'offres audiovisuelles, évidemment de moindre qualité entre guillemets, en tout cas
produites pour un coût beaucoup moindre, qui ne sont pas des contenus premium transnationaux, mais qui vont concerner un très grand nombre d'usagers. Amazon aussi, dans cette perspective, contribue à cette segmentation, mais de façon différente par rapport à Netflix, de façon un peu intermédiaire, puisque, comme l'a souligné déjà Christine, Amazon tente d'utiliser ses services Amazon Prime Video ou Amazon Music pour router, pour employer un anglicisme, les consommateurs vers les services de e-commerce. Mais cependant, les contenus qu'ils offrent ne sont pas ceux non plus des acteurs, notamment des télécommunications. Ce ne sont pas non plus, ils sont de meilleure qualité, et des contenus un peu plus premium. Ce ne sont pas non plus les mêmes contenus que ceux qu'offrent les acteurs historiques de l'audiovisuel. Et on pense notamment à Hotstar, qui est la filiale d'une très grande chaîne indienne de télévision qui appartenait à News Corporation et qui désormais appartient à Disney, et qui offre aussi des contenus dits OTT, over the top, c'est des contenus de type Netflix qui arrivent directement par l'Internet, mais qui sont beaucoup plus familiaux, beaucoup plus contrôlés, et qui sont là aussi avec des modes de financement qui ne sont pas les mêmes, et donc qui par rapport aux critères internationaux sont un peu moins premium. Oui, parce que vous parlez justement de contenus plus familiaux. J'imagine que le contenu est adapté aussi à la culture indienne, au public indien, et peut-être même une certaine censure, on peut dire. Est-ce que ces contenus sont aussi créés localement? Est-ce qu'ils impliquent les acteurs historiques, enfin les créateurs historiques, ou est-ce qu'ils sont produits à l'extérieur puis ramenés en Inde? Comment ça se passe du coup? Alors c'est vrai que quand des acteurs transnationaux comme Netflix et Amazon ont voulu arriver en Inde, ils ne pouvaient pas arriver avec leur catalogue qu'ils auraient eu pour des pays qui consomment principalement des contenus américains anglophones. En Inde, on continue à consommer 80% de contenu qui va être soit hindi pour environ 60%, soit en langue régionale. Donc, il est vrai qu'il y avait vraiment une nécessité de s'adapter à ce marché et de procéder à une forme de régionalisation du contenu. D'accord. Alors, comment est-ce qu'ils ont fait ? Il y a eu tout d'abord une première étape qui a été de nouer des partenariats avec des grandes maisons de production de films indiennes. Existantes, historiques. Alors, on voit qu'on a essayé de se répartir le marché, ce marché gigantesque. Les uns ont fait des partenariats avec la maison de production de la star bollywoodienne Shah Rukh Khan, sa maison de production qui est Red Chillies, tandis que les autres ont fait des partenariats avec celle d'Amir Khan, Amir Khan Production. Donc on a cherché des partenariats locaux pour avoir accès aux films les plus connus Bollywood. Et puis, ce qu'ont introduit Netflix et Amazon et que ne demandaient pas nécessairement les autres plateformes indiennes, c'était une exclusivité. Alors, ils ne pouvaient pas l'obtenir pour les films les plus anciens, mais par contre, en nouant ces partenariats avec des maisons de production, ils ont demandé l'exclusivité des contenus sur les, par exemple, 3 prochaines années. Et tous les films qui vont sortir avec ces acteurs. Donc, on voit ici les nouveaux enjeux qui vont se créer, la nouvelle compétition qui va se créer. Donc ça a été une première étape. Essayer de régionaliser son catalogue, avoir un catalogue qui va bien sûr attirer un public indien. Et l'autre étape a effectivement été de produire des contenus locaux. Et donc, on retrouve cette association avec à la fois des maisons de production, mais également avec des maisons de entertainment qui vont pouvoir produire des originals pour Amazon et Netflix. Et donc, là, on voit se mettre en place un processus de sous-traitance de la production de séries originales avec à la fois des politiques assez différentes, en fait, suivant l'un ou l'autre. Soit on fait appel à des stars du monde de filmmaking, soit on fait plutôt appel à des
jeunes producteurs. Donc là, on entre dans des stratégies internes qui peuvent être différentes, mais en tout cas, d'une certaine façon, leur arrivée a été perçue par les Indiens comme de nouvelles opportunités. On voit dans les entretiens et dans les retours de ces acteurs que les revenus qu'ils proposent sont très attractifs par rapport à d'autres acteurs indiens. Donc il y a une certaine fascination actuellement pour ces plateformes qui donc attirent de jeunes acteurs, permettent aussi de produire des contenus un petit peu différents de ce qui était produit jusque-là. Quand on discute avec des travailleurs du monde de l'audiovisuel qui sont là depuis un certain temps, on s'aperçoit que jusque-là, quand on voulait produire un film pour la télé ou pour le cinéma, il fallait rentrer dans un certain nombre de formats. Quand on voulait bien sûr en plus projeter au cinéma, il fallait passer par le censor board, le bureau de la censure. Et donc on était amené à faire un certain nombre de modifications. Et il fallait effectivement rentrer dans un projet de contenu qui allait peut-être être davantage familial ou qui allait en tout cas être... en tout cas ne pas être censuré. Avec les plateformes, on a pu rentrer dans un certain type de contenu qui allait être un petit peu différent et qui allait pouvoir en tout cas ne pas suivre le format habituel, en particulier le format des séries télé où il fallait imaginer quelque chose sur la très longue durée, un très grand nombre d'épisodes accessible à un très grand public. Avec les plateformes ont introduit cette nouvelle opportunité de faire des films qui allaient avoir un format différent et un contenu également un petit peu différent. Les entretiens faits avec des professionnels de l'audiovisuel ont effectivement expliqué qu'on pouvait avoir un autre type de narrative. Et ça va être très intéressant à étudier le développement justement de ces nouvelles narratives permis par les plateformes dans les prochaines années. Et à cet égard, on s'aperçoit que la censure joue un rôle économique. En fait, les acteurs des plateformes ont intérêt au maintien de la censure parce qu'ils cantonnent les autres acteurs de l'audiovisuel dans les productions classiques, tandis qu'eux peuvent aborder des thématiques, des sujets qui ont trait à la religion, au rapport entre les genres, à la nation, qu'il serait impossible d'aborder autrement. Et donc, ça leur réserve un marché, notamment un marché de classe urbaine relativement aisée et jeune, qui est un marché doublement intéressant, qui peut payer des abonnements et qui en plus est un marché très intéressant pour les annonceurs. Est-ce qu'on observe dans d'autres secteurs culturels, est-ce qu'il y a d'autres secteurs outre l'audiovisuel, peut-être par exemple dans le secteur de l'artisanat, est-ce qu'il y a comme ça de gros nouveaux arrivants qui ont un peu modifié la façon de créer ou la façon de créer de nouvelles niches de consommateurs, peut-être de consommateurs un peu plus urbains également? Question extrêmement intéressante. Peut-être qu'on pourrait inverser l'ordre des hypothèses et considérer que ce sont peut-être aujourd'hui des acteurs indiens issus du monde des ONG. Et en Inde, il faut prendre le terme ONG de façon assez générale. Ça peut inclure des structures qui ont en fait des finalités tout à fait entrepreneuriales et qui cherchent une rentabilité, mais qui opèrent différemment par rapport aux acteurs publics, différemment aussi par rapport à ce qu'on appelle les middlemen, hein, les marchands, les négociants, les petits entrepreneurs plus anciens, et qui, eux, vont permettre de rationaliser, d'industrialiser, notamment grâce au design, grâce au recours à Internet, l'artisanat. Mais ces acteurs, très souvent, ne sont pas des acteurs étrangers, sont bien des acteurs indiens. Et la question qui nous intéresse, c'est de savoir aussi quel marché les intéresse. Est-ce qu'ils se tournent plus vers le marché indien? Est-ce qu'ils se tournent plus vers le marché international? Voilà, ça c'est une question à laquelle il n'est pas aisé de répondre parce que ces acteurs sont éparpillés, il n'existe pas de statistiques générales sur ces thématiques. Voilà, mais en tout cas, on s'aperçoit que ce ne sont sans doute pas les acteurs étrangers qui, dans le domaine de l'artisanat, sont les plus moteurs. On est du coup dans un contexte assez libéral, vous le disiez Christine en début
de discussion. Mais quelle est la place du coup peut-être du ministère de la Culture, s'il en existe un d'ailleurs, pour réguler ces nouvelles économies et ces nouveaux marchés émergents? Peut-être aussi, je pense à la question des droits d'auteur ou de la propriété intellectuelle. Est-ce qu'il y a une régulation qui se met en place ou pas? Alors, on a bien un ministère de la Culture, formellement créé en 1980. Mais effectivement, les industries culturelles et créatives vont rentrer dans le domaine de plusieurs ministères et pas nécessairement de façon majoritaire sous le contrôle du ministère de la Culture. On est plus aujourd'hui dans des industries qui vont être sous la responsabilité dans ce cas-là, du ministère de l'Industrie, voire désormais de tous les secteurs qui s'occupent du développement de l'information et de la communication. Donc, ce que gère le ministère de la Culture, c'est un ensemble de bourses, d'aides, grants, schemes, qui sont là pour le développement d'un certain nombre d'événements, de résidences, pour, j'ai envie de dire, tout l'aspect un peu soft power, l'exportation à l'étranger dans le cadre de festivals, etc. Donc aujourd'hui, je pense que les ministères qui ont on est vraiment dans un ensemble, voilà, des industries qui sont gérées par plusieurs entités gouvernementales. Pour ce qui est de la régulation de ces industries culturelles, je pense qu'il faut peut-être le remettre en perspective avec le fait que l'appropriation par le gouvernement indien de cette idée d'industrie culturelle a été très spécifique dans le cas indien. On a vu à quel point, par exemple en Asie du Sud-Est, je pense bien sûr à Singapour, puis Hong Kong, on a vu à quel point l'idée d'industrie culturelle a un moment servi de moteur dans le développement urbain, a été intégrée à des politiques culturelles, à des politiques économiques. On a mis en place vraiment un ensemble de politiques pour faciliter le développement de ces industries. On les a perçus comme un facteur de développement. On les a perçus comme un facteur de développement. Alors bien sûr, on a toujours une approche critique face à cette démarche qui a aussi largement instrumentalisé les industries culturelles, a créé un certain nombre de questions sur la précarisation des travailleurs, etc. Je ne rentrerai peut-être pas dans ces détails ici, mais j'aimerais souligner le fait que l'Inde se distingue un petit peu de ce mouvement international. On peut même prendre l'exemple des Émirats arabes unis, où on a vu à quel point le nombre de projets autour d'un nouveau Louvre, se sont développés pour aussi attirer une économie du tourisme, une vitrine. Voilà. Alors en Inde, ça s'est passé très différemment, puisque le gouvernement ne s'est pas vraiment approprié cette idée d'industrie culturelle et on le voit beaucoup plus récemment. C'est l'idée d'industrie créative et d'économie créative qui a commencé à être appropriée par différents ministères et en particulier dans le cadre d'un programme plus global qui est celui de la numérisation de l'Inde, Digital India. Donc finalement ce sont des questions qui sont arrivées avec l'arrivée et le développement du numérique. Et c'est vrai que en soi le numérique a aussi amené à poser un certain nombre de questions sur la réglementation de ces industries. Et dans le cas français, on voit à quel point pendant tout le XXe siècle s'est développée une politique culturelle particulière pour mettre en valeur également la production locale, et c'est justement de la placer dans un contexte particulier hors de cette économie de marché. En fait, en Inde, il n'y avait donc une attention que marginale qui était portée à ces industries culturelles et créatives, et d'une certaine façon, le numérique a permis d'y apporter une nouvelle attention. Et il y a un cas qui est très caractéristique, effectivement, et qui est celui du copyright, et donc de la question du droit d'auteur. Alors, pour prendre l'exemple justement du droit d'auteur dans la musique, on avait
depuis le début du XXe siècle une législation particulière qui s'appelait le Copyright Act, dans lequel les artistes musiciens, à l'origine, ils produisaient essentiellement pour le cinéma. Ils n'étaient pas considérés comme les premiers détenteurs du droit de leur musique. Oui. Les premiers détenteurs du droit de cette musique étaient les producteurs de films qui en fait étaient les commanditaires de cette musique. Et il va falloir attendre effectivement les années 2000 pour que cette situation commence à être remise en question. Et elle est remise en question par l'arrivée d'un phénomène qui va amener les artistes à s'interroger sur le devenir de leur musique, qui est ce qui a été appelé l'affaire des ringback tones, qui est en fait l'utilisation de sonneries de sonneries téléphoniques avec l'utilisation bien sûr d'une musique particulière qui avait été composée par des artistes et qui était souvent utilisée pour les films Bollywood. Donc ce qui va se passer, c'est que les artistes musiciens vont découvrir que leur composition originale est utilisée, diffusée de plus en plus, en particulier avec la diffusion massive des téléphones portables. Et donc, il va commencer à y avoir toute une réflexion dans le milieu des acteurs de la musique sur leurs droits par rapport à l'utilisation de ces sonneries et plus généralement de leur musique. Et à ce moment-là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il va y avoir un processus de 10 ans pour arriver à faire changer ce Copyright Act et amener un amendement en 2012 qui fait que on va reconnaître les musiciens comme les propriétaires des droits et de droits dits inaliénables. Donc on voit à quel point, c'est un exemple parmi d'autres, mais comment le numérique va amener à un certain nombre de remises en question sur ce modèle de droit, plus largement sur les droits de propriété intellectuelle et sur le fonctionnement des industries culturelles à l'heure du numérique. Et effectivement, si un certain nombre de changements est amené, il faut quand même relativiser ces changements sur le terrain et voir que si dans les textes, il y a effectivement un certain nombre d'évolutions, cela reste plus difficile à mettre en place aussi dans les faits, mais en tout cas, ça amène un certain nombre de débats, ça amène un certain nombre de discussions et ça, c'est important. Est-ce que cette mise en place difficile est aussi due peut-être à une économie très informelle en Inde ? Alors ça joue effectivement un rôle important. Dans le cas de la musique, par exemple, on est encore largement dans un système de contrat oral. Donc c'est vrai que toute cette idée de changer les contrats, changer les formalités des contrats avec lesquels on va signer des artistes, bon, on a tendance à voir l'informalité comme quelque chose qui retarde, complique une économie formelle. En fait, la réalité, c'est vraiment que les deux sont totalement indissociables dans la réalité en Inde. Mais que ce n'est pas forcément quelque chose qui ralentit le processus de production. On est finalement, d'une certaine façon, l'informalité est aussi une opportunité et est aussi quelque chose qui permet la mise en place de certains processus de production moins contraints par un ensemble peut-être de procédures plus formelles qu'on en a l'habitude de les faire. Je pense que l'informalité apporte aussi des opportunités dans la façon de développer des contenus culturels, de développer... donne une spontanéité à cette industrie qui, au final, je pense qu'il ne faut pas absolument voir l'informalité comme quelque chose de négatif. En tout cas, ce n'est pas comme ça que... Oui. C'est un biais aussi peut-être très foncé d'observer comme ça, parce que c'est vrai que nous, on est dans une culture très soutenue historiquement par les pouvoirs publics. Donc c'est vrai que tout est très régulé, contrôlé, financé. Donc c'est vrai que c'est peut-être un pied français du coup d'appréhender les industries culturelles sous cet angle-là. À cet égard, je crois qu'on ne peut absolument pas
mettre en perspective l'histoire française des politiques culturelles et le cas indien pour un ensemble de raisons assez fondamentales. Déjà, la notion de nation, comme la notion de culture, se pense de façon très différente en Inde et en France, et on n'imagine pas, comme dans le cas français, qu'il puisse y avoir une politique gouvernementale pour unifier, quasiment uniformiser une nation comme en France, autour d'une culture réduite aux œuvres de l'esprit et pas au-delà. En Inde, la notion de culture est beaucoup plus vaste. Elle est beaucoup plus large. Voilà. La notion d'industrie culturelle a très peu pénétré. Aujourd'hui, il pénètre un peu plus la notion d'industrie créative ou de numérique, mais c'est relativement récent. Donc, ces deux éléments de fond, la notion de nation qui n'est pas la même, la notion de culture qui n'est pas la même, expliquent fondamentalement les divergences entre les deux pays sur le plan des constructions des politiques culturelles. Et de façon très concrète, il faut bien souligner que les professionnels aujourd'hui de la culture sont très opposés à une intervention publique, qu'ils voient vraiment comme une menace de censure, de contrôle, surtout dans un cadre politique qui, comme on le sait, est assez particulier, avec des autorités politiques qui ont une certaine définition, une vision très normative de ce que devrait être l'Inde et son développement. Donc là, les professionnels sont très opposés en fait au développement de politiques culturelles. Quant à l'idée de soutien économique, elle n'existe pas du tout. Pas du tout. Est-ce que sur la question justement du financement de la culture, on évoquait les plateformes numériques. Est-ce que les plateformes numériques, et notamment avec peut-être les plateformes de crowdfunding, ont émergé également en Inde? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu observer aussi? Alors je pense que comme partout dans le monde aujourd'hui, faut pas quand même oublier que l'Inde est devenue la 5e puissance économique mondiale. Donc comme partout dans le monde, on voit effectivement des plateformes de crowdfunding émerger. Et c'est vrai que c'est un outil important pour les artistes puisque, comme on le disait, il y a assez peu de subventions publiques. Donc l'arrivée de ces plateformes peut effectivement offrir une opportunité à la fois pour des cinéastes, des fois très connus, mais qui ont du mal à financer leurs films parce que, comme je le disais, des fois ils ne rentrent pas forcément dans ces productions qui sont très populaires au cinéma. Donc quand ils cherchent à faire des films, ce que j'appellerais des films d'art et d'essai, eh bien, c'est beaucoup plus difficile de les financer. Donc effectivement, dans ce cas-là, l'utilisation, le recours aux plateformes de crowdfunding commence à émerger, mais également pour, par exemple, des jeunes artistes, des jeunes danseurs, des jeunes acteurs de théâtre qui ont besoin d'aller se former à l'étranger. Eh bien, on a recours au crowdfunding. Donc, on va peut-être progressivement s'acheminer vers cet outil pour financer des projets culturels, mais voilà, je crois encore qu'aujourd'hui il a une portée très limitée et je pense qu'il faut aussi ne pas tomber dans le piège du crowdfunding qui serait de croire que c'est un outil qui place tous les acteurs sur un pied d'égalité. Ça veut dire qu'il faut déjà avoir une connaissance de cet outil, digital skill, que tous les artistes n'ont pas. Il faut également savoir vendre son projet, il faut avoir le langage, il faut avoir une certaine technique. Il y a des techniques de marketing, à nouveau, que tout le monde n'a pas. Donc voilà, je crois qu'on revient à tout ce débat sur... entre guillemets, la démocratisation aussi des outils. Ce n'est absolument pas si simple. Et on parle d'un monde internet essentiellement en langue anglophone, alors que de très nombreux artistes maîtrisent peu cette langue. Et donc, il faut vraiment se poser la question si on ne renforce pas des acteurs déjà visibles. Et si on n'accentue pas, on ne creuse pas l'écart entre des artistes qui sont déjà éloignés du marché et qui sont encore plus marginalisés avec l'arrivée d'Internet, et au contraire des artistes qui sont déjà relativement visibles, qui maîtrisent les outils Internet, qui maîtrisent la langue anglaise et qui
voit effectivement Oui. une opportunité, mais voilà, probablement il faut vraiment s'interroger sur ce développement de la culture par les outils numériques et l'éventuel fossé qu'il risque de creuser. Merci pour cette très riche échange qui, bien sûr, laisse un peu sur sa faim parce que c'est une discussion très très large et les problématiques sont très nombreuses. Voilà, c'était très intéressant en tout cas. Merci beaucoup. Merci Vanessa. Merci Vanessa.